À quoi ça sert un scénariste sur un jeu vidéo? Franchement, ce qui compte, c'est le gameplay, non? Mon invité va peut-être me dire le contraire. Sarah Beaulieu, bonjour. C'est bien, c'est osé comme entrée en matière. Vous mettez bien dans l'ambiance. Exactement. Narrative lead sur Assassin's Creed Mirage, donc ça positionne un peu qui vous êtes, et surtout vous êtes scénariste, mais pas que dans le jeu vidéo. Oui. Mais déjà, pour commencer, j'aimerais savoir, quand on dit scénariste pour un jeu comme Assassin's Creed Mirage, où commence votre travail et surtout, où est-ce qu'il s'arrête? Alors, je vais juste corriger l'intitulé, c'est Narrative Director, c'est un peu différent d'un lead. Un lead est juste en dessous, entre guillemets, gros guillemets. Donc, Narrative Director. On vous enlève pas votre niveau de responsabilité. Voilà, exactement. Donc, sur un jeu comme celui-ci, pour le coup, c'est la responsabilité de toute la narration. Donc, ça va effectivement de la partie qu'on va appeler scénario, si vous voulez, qui est la partie donc histoire, personnage, et puis la partie qui est plus liée au narrative design, c'est-à-dire comment les mécaniques de jeu vont faire sens dans un univers donné, typiquement l'univers de Mirage. Qui est un monde ouvert. Voilà, qui est un monde ouvert. Crée des difficultés en plus, j'imagine. Exactement, une structure tout à fait particulière pour un scénariste, surtout venant du linéaire comme moi, donc de médias, disons, classiques comme le cinéma, le théâtre. On appellera un tunnel parfois dans le jeu vidéo. Au moins, on est guidé, tenu par la main. Mirage, c'est pas le cas. Et justement, à quel endroit vous n'avez plus vraiment la main en tant que scénariste sur un jeu en monde ouvert comme celui-là? Alors, on essaye de contrôler au maximum, c'est-à-dire qu'en tant que scénariste, peu importe le jeu, on sait quand même où sont les verbes du joueur, c'est-à-dire les actions du joueur, ce qu'il va pouvoir faire et ne pas faire dans le jeu. Donc ça, c'est la première chose. On sait ce qu'on va lui donner comme possibilité. Donc à partir de là, on va structurer la narration en fonction. Donc on sait quand même ce qu'on peut faire. Par exemple, sur un jeu comme Assassin's Creed Mirage, donc Open World, pour le coup, on va avoir ce qu'on appelle des gates, en bon français, donc des portails, si vous voulez, qui sont des endroits effectivement où le joueur est contraint. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très simple, tant qu'on n'est pas au niveau 50, on ne pourra pas voir telle cinématique parce qu'on ne pourra pas rentrer dans tel endroit, etc. etc. Donc nous, ça nous permet en fait de conditionner l'évolution du joueur et du personnage exactement dans un univers ouvert. Donc c'est jamais tout à fait ouvert. Ce qui veut dire que, par exemple, même les quêtes pour trouver des coffres, pour trouver des objets comme je crois que c'est les éclats, ça s'appelle en français. Oui, par exemple, oui. Ça, vous êtes au courant et donc vous l'intégrez dans le scénario et donc même on les essaie dialogues au maximum. qui s'activent. Ça, c'est votre. Tout à fait, ça c'est aussi notre travail, tout à fait, exactement. Donc par exemple, là, dans ce cas-là, c'est très très gameplay ce que vous nous dites. Donc pour moi, la narration, c'est du gameplay aussi. Mais par exemple, tout ce qui est donc effectivement les éclats, vous dites en français, parce qu'on l'a écrit en anglais, donc c'est les Sharp of Eden, je pense. Shard of Eden, ouais. Et donc du coup, typiquement, on va avoir une demande, par exemple, qui va venir d'une équipe, du type équipe game design, qui va nous dire, voilà, on a telle ou telle chose qui sont dispersées, exactement. Est-ce que vous pouvez nous écrire des dialogues pour telle ou telle condition? Et justifier scénaristiquement aussi, qui est ça. Exactement. C'est vous aussi qui pouvez dire. Idéalement, alors ça c'est dans un monde idéal, comme souvent ça arrive un peu tard ce genre de choses, ou que ça arrive un petit peu au milieu de plein d'autres problématiques, on va dire ça comme ça, on doit adapter au maximum et des fois ça ne fonctionne pas parce que c'est trop tard et on n'a pas le temps de l'intégrer de manière... Donc ça arrive un peu comme un cheveu sur la Exactement. soupe en termes de scénario. Exactement. Mirage, si je me souviens bien, à la base ça devait être un DLC. Oui, tout à fait. De Valhalla, ouais. C'est devenu un épisode à part entière. C'est ça. Vous êtes arrivé après cette décision ou avant? Non, j'ai contribué avec l'équipe de directeurs de l'époque à cette décision. Exactement. À l'époque, ça devait être un DLC, donc avec le personnage principal de Valhalla qui était réutilisé pour partir donc à ce moment-là à Bagdad, puisqu'il y avait des Vikings à Bagdad, alors très peu, hein, mais ils étaient utilisés comme garde du corps notamment, et puis oui, comme pour le commerce aussi un peu avec la route de la soie. Et donc on a pris la décision avec tous les leads, effectivement, les directeurs en l'occurrence, de proposer en fait à l'édito d'Ubisoft un projet beaucoup plus gros. Voilà, c'est ça, une entrée à part entière qui s'appelait donc Assassin's Creed Mirage. Pas encore à l'époque, on avait un nom de code dont je me souviens plus. Mais voilà, c'est devenu Mirage parce qu'on s'est dit il y a une opportunité de revenir à ce qu'était le personnage de Basim. Alors, le personnage de Basim, qui est un personnage secondaire de Valhalla, mais surtout ce qu'était Assassin's Creed à l'époque, c'est-à-dire plus linéaire, plus court. Donc le jeu, effectivement, est plus linéaire, même si on a une partie open world, effectivement, à Bagdad. Il rallonge la durée de vie quand même beaucoup dans Mirage. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire le scénario, je pense, en 15-16 heures. Oui, c'est ça, le scénario principal. Mais si on veut tout faire, on peut monter beaucoup plus. Oui, je pense que vraiment, complétionniste, peut-être 50 heures, même grand 50. Maximum. 30 heures pour les bons joueurs, je pense que c'est le grand maximum, oui. Et là, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que ça ne se passait pas toujours parfaitement bien avec les autres équipes, notamment donc les équipes techniques. C'est quoi les plus gros problèmes ou les plus gros défis, j'ai envie de dire, pour un scénariste sur la construction d'un jeu? À quoi il peut se heurter, peut-être notamment en termes de communication, de ne pas être impliqué peut-être suffisamment tôt
dans les discussions? Oui, effectivement. Alors ça se passe, comme vous dites, pas toujours bien. En termes humains, en général, tout va bien. C'est plutôt en termes, effectivement, de position du scénariste et du narrative designer, qui sont deux métiers que vraiment je considère comme étant relativement différents. Et donc même de la personne qui est censée être en charge de tout ça, s'il y a un directeur narratif. Donc, soit on arrive trop tard, donc on nous amène sur des productions en nous disant, voilà, maintenant que tout est posé, est-ce que vous pouvez nous faire une histoire à partir de ça? Et donc là, vous êtes... Le problème, c'est que, exactement, on est très limité, et surtout que tout ça, ça marche ensemble pour qu'une expérience soit cohérente et qu'elle soit impactante. Et je vous entends citer beaucoup Clair Obscur, donc vous pouvez le citer, mais il faut que tout ça ait un sens. Voilà, il faut que tout ça ait un sens et que ce soit cohérent du début à la fin. Et les garants du lore, souvent aussi, c'est les scénaristes ou les narrative designers, peu importe, mais la personne qui est garante de la narration. Éviter les incohérences. Et ce que vous faites en gameplay, ce que vous faites en jeu, ça a aussi un impact sur la narration. Une action a un impact sur la narration. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, rien que sur Mirage. J'aimerais vous parler d'un autre jeu parce que je vous ai demandé en amont, avant votre venue, vos jeux vidéo préférés. Vous avez cité Inside. On va peut-être voir des images. Inside, c'est un jeu du studio danois Playdead, minimaliste, zéro dialogue. Il y avait Limbo juste avant, le même univers. Qu'est-ce qui vous séduit, vous, dans ce type de jeu? Ben là, on touche justement à ce que la différence entre scénariste et narrative designer que j'aime bien faire. Le métier de scénariste de jeux vidéo et de narrative designer, c'est de faire en sorte, encore une fois, que ce qu'on raconte soit fait pour le jeu vidéo. Donc ça veut dire prendre en compte l'interactivité, c'est la première chose. Le fait qu'on travaille dans des environnements qui sont des environnements dans lesquels le joueur va pouvoir se déplacer. Le joueur, la joueuse. L'interactivité. Et l'interactivité, donc le premier point que je citais, c'est effectivement l'interactivité. Pour moi, Inside, ça fait partie de ces jeux qui racontent énormément avec un monde qui est très très minimaliste, comme vous le dites. Il n'y a pas d'expression faciale ou très très peu. On les voit à peine, on distingue à peine. Voilà, comme dans Limbo exactement. C'est l'environnement qui joue, c'est les mécaniques aussi. Il y a des séquences de jeu dont vous vous rappelez peut-être, et notamment la séquence finale qui est très impactante. Il y en a deux d'ailleurs de fin si vous avez fait le jeu. Oui, et puis surtout, il y a caché dans les sous-sols, bien sûr. Mais voilà, et tout ça effectivement a un sens, et c'est justement ce sur quoi on discutait tout au début de cette discussion-là, c'est le fait que la narration est garante de sens, et les thématiques et les thèmes qu'on va aborder dans un jeu, c'est ça notre travail à nous en tant que scénariste avant tout. Donc peu importe les outils qu'on utilise, les outils narratifs, il va falloir qu'on raconte. Sarah Beaulieu, c'est passionnant, je le rappelle, donc scénariste de métier, pas que dans le jeu vidéo, et donc narrative designer, director, on peut dire, et narrative director, ça dépend des projets. Assassin's Creed Mirage, j'avais fait un petit crime de lèse-majesté en tout début d'émission. Merci beaucoup et à très bientôt sur le plateau de Play Smart. L'émission est terminée. J'en profite pour remercier Sybille Aoudjan et Léa Renouvelle qui étaient en régie à l'édition, Fabien à la réalisation, Alexis au son. N'oubliez pas, d'ici le prochain épisode, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.